Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là et bienvenue pour ce direct live de l'orientation. Donc, c'est le premier direct live qu'on organise qui est en hybride. Donc, ici au lycée Jean Jaurès de Saint-Clément-de-Rivière, devant des classes de terminale, il me semble, que vous soyez tous en terminale. Et en même temps sur Internet, puisqu'on est en direct, donc direct live, direct sur Internet. Et cette retranscription de la table ronde sera visible sur la chaîne YouTube après de Compass. Donc, je remercie le proviseur, l'équipe enseignante, toute l'équipe du lycée de nous accueillir aujourd'hui et l'équipe technique, notamment de l'Université de Montpellier, qui permet tous ensemble de faire cet événement. Alors, vous le savez, on le sait tous, l'orientation pour les lycéens, pour leurs familles, c'est un sujet délicat. C'est pour ça que depuis 2021, l'Académie de Montpellier et plusieurs organismes au sein de l'Académie de Montpellier se sont réunis pour porter un projet qui s'appelle Compass, construire, mûrir son projet d'accès au supérieur. Donc il y a des universités, il y a des lycées, le rectorat, il y a le Crous, la région qui se sont rassemblés pour porter ce projet et ils mènent plusieurs dizaines d'actions et notamment ces direct live. Il y a une quinzaine de direct live par an qui sont prévus, et cela sur 10 ans, puisque ça a été financé par un appel à projet que cette équipe a remporté. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet plus précis. Le sujet, c'est quoi? C'est le doctorat. Donc pour cela, on a 5 doctorants et doctorantes, et on a donc Gilles Subra, le directeur du collège doctoral, qui va nous dire en introduction, bah, qu'est-ce que c'est qu'un doctorat, qu'est-ce que c'est qu'une thèse, et peut-être un petit mot sur le collège doctoral. Merci beaucoup. Donc, je m'associe à ce qui a été dit vraiment pour remercier l'équipe de direction du lycée et puis les collègues enseignants et enseignantes ici. Puis vous, d'être venus, hein, même si vous avez été obligés, mais bon, merci quand même. Donc, et puis vraiment, je veux dire combien je suis très heureux d'avoir l'occasion de parler de la recherche, parce que c'est de ça dont il s'agit. On veut vous parler du doctorat pour que vous ayez ça en tête au niveau de votre orientation, tout simplement parce que c'est le moyen de devenir chercheur. Et donc, si dans un coin de votre tête, vous avez dit pourquoi pas faire de la recherche, ça veut dire quoi? Ben, il faudra que vous fassiez un doctorat. Donc, on est là pour vous montrer, surtout eux et elles, pour vous montrer la diversité à la fois des doctorats. On peut faire de la recherche sur plein de choses, hein, de l'océanographie en passant par les lettres classiques, hein, l'économie, la chimie, tout ce qu'on veut. Donc, la diversité, mais aussi comment c'est relié non pas à des études, parce qu'on n'est plus tout à fait étudiant quand on est doctorant, c'est une véritable passion, on est apprenti-chercheur. Alors comment ça marche? Il suffit de valider un niveau Bac+5, donc ça peut être une école d'ingé ou un master la plupart du temps, et ensuite vous avez 3 ans la plupart du temps, des fois un peu plus, mais habituellement c'est 3 ans, où vous allez travailler. Donc vous n'êtes pas en classe, hein, vous n'êtes pas en face de prof. C'est vous, votre projet, il est unique et c'est vous qui allez le mener. Vous allez réaliser une recherche qui vous sera propre. Et au bout de 3 ans, vous aurez la possibilité de la défendre. Donc c'est un peu comme hein, un oral de stage, mais un super stage, on va dire, qui dure 3 ans, où vous allez en 40 minutes à peu près présenter vos résultats. Il y a un jury d'experts, hein, qui vont ensuite se réunir et décider si oui ou non vous avez votre doctorat. Voilà. Alors, pendant le doctorat, vous avez aussi un petit peu de formation pour vous préparer à prendre des responsabilités, par exemple, à être capable de gérer des projets, de pouvoir communiquer au grand public, d'expliquer votre science à des gens qui comprennent rien, votre grand-mère, mais aussi un investisseur ou quelqu'un d'une autre discipline. Et c'est pour ça il y a des écoles doctorales et des collèges doctoraux qui servent à ça, à vous fournir un petit peu, une centaine d'heures, grosso modo, pendant les 3 ans d'enseignement complémentaire que vous pouvez choisir. Et donc, moi, je suis le directeur du collège doctoral de l'Université de Montpellier, mais il y a d'autres collèges doctoraux. Cet événement aussi est organisé par le collège doctoral Languedoc-Roussillon, et l'autre directeur n'a pas pu être là. Mais donc, on est responsable donc, de fournir aux doctorantes et aux doctorants tout un tas de formations transverses, mais aussi une de nos missions, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est de promouvoir le doctorat, de vous expliquer ce que c'est et de faire en sorte que vous ayez peut-être envie de faire de la recherche plus tard. Voilà.
Je vais laisser la parole Oh, peut-être bien sûr. à tout le monde Merci pour pour se cette présenter. introduction. Ben, c'est vrai qu'en plus, ce qui est important de savoir, c'est que dans le corps enseignant, aussi au niveau des universités et chez les docteurs, les jeunes docteurs et les doctorants, donc qui sont en doctorat, qui font une thèse, il y a une centaine d'étudiants docteurs qui sont aussi impliqués dans cette transmission auprès des lycéens pour l'orientation, pour expliquer ce que c'est. Donc aussi, on en a 5 aujourd'hui. Juste une information importante aussi. Évidemment, le but du jeu, c'est d'échanger avec vous. Donc, euh, je vous encouragerai à poser des questions à la fin des présentations de chaque parcours. Comme ça, si vous avez des questions, en fait, vous aurez la parole. Et le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir y répondre. Et aussi en direct, on peut voir les questions. Et donc, du coup, là, je présenterai, et c'est écrit en direct. Et moi, je les parlerai pour les personnes qui nous suivent en direct. Mais déjà, première question pour briser la glace, à vous 5, j'aimerais bien savoir, et je pense que tout le monde aimerait bien savoir déjà, c'était quoi votre profil de lycéen, lycéenne? Vous étiez qui au lycée? Première question. Et en même temps, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Anaïs Sotoraya. Donc moi, au lycée, pour le coup, j'étais pas du tout la première de la classe, assez assidue, ok, mais 12, on va dire, assez bien partout. Donc j'excellais pas, mais j'étais pas médiocre. Et aujourd'hui, du coup, je fais une thèse sur des biomatériaux qui sont des hydrogels pour encapsuler des vésicules extracellulaires dans le cadre d'une thérapie pour la sclérodermie systémique. Donc en chimie. Voilà. Et on va voir dans quelques minutes quel parcours t'a permis de passer de lycéenne à cette thèse. T'inquiète, ça va. Bon, bonjour, je m'appelle Thomas Boursard. Alors, quel lycéen j'étais? J'étais clairement pas le premier, j'étais pas loin d'être le dernier probablement. Je crois avoir fini le dernier trimestre, je crois que c'est pas en trimestre, ouais. Au lycée avec 8,5 de moyenne, si je me rappelle bien. Donc, c'était pas génial. Je crois même avoir eu le bac avec moins de 11, il me semble. Donc, clairement pas le profil qu'on pourrait penser, dire, ah, lui, il faudrait peut-être faire de la recherche, pas du tout. Mais pourtant, voilà, doctorant. Et je travaille actuellement sur la formation du bois. Plus précisément, j'essaie de comprendre quel est le rôle de l'écorce. Est-ce que l'écorce peut avoir un rôle à jouer sur la formation du bois? Bonjour à tous, moi c'est Laurine Daltoé. Donc quand j'étais au lycée, j'avais des bonnes notes dans les matières scientifiques, donc j'aimais bien ça. Mais dans le reste, j'aimais pas trop, donc j'étais pas très douée. Et c'est surtout que je m'ennuyais un peu au lycée de manière générale. Et quand j'ai fini le lycée, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire après. Et au final, maintenant je suis en thèse, et donc je travaille au Centre de biologie structurelle de Montpellier et je fais de la génétique. Donc je travaille sur la méiose et en gros j'étudie l'appariement des chromosomes homologues. Et voilà. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Marie-Ola Bourdette. Au lycée, j'étais une étudiante lambda. J'ai fait un bac S, mais j'avais pas forcément des bonnes notes. Enfin, pour moi, c'était sciences de la vie et de la terre, mais les maths, la physique, c'était pas trop mon truc. Euh, et je pensais vraiment pas faire un doctorat. Enfin, en tout cas, on arrivait là. Et maintenant, je fais une thèse sur. Alors, mon sujet, c'est la reconstruction des paléo-environnements des premiers peuplements au nord-est du Brésil au cours des 40 000 dernières années. Voilà. Merci, Merci. ultra précis. Donc, bonjour à tous, moi je suis Caroline Calvé. J'étais au lycée à votre place en 1995. J'étais pas une très bonne élève non plus. Je ne travaillais que les disciplines qui m'intéressaient, donc c'est-à-dire les langues. Et aujourd'hui, je fais une thèse en sciences du langage. J'étudie plus précisément la place de l'occitan et comment, à partir de cette langue qui est en danger, on peut valoriser, développer et promouvoir le territoire. Donc, il y a plein de diversité. Il y a plein de diversité dans les sujets de thèse, vous voyez. Et en fait, quand ils étaient. Enfin, ce qui peut être étonnant, et ce qu'on imagine souvent quand on est lycéen, en tout cas, ce que je pensais, c'est que il fallait être le premier de la classe pour faire des longues études. Et en fait, on le voit qu'aujourd'hui, que non, particulièrement pas, en fait. Euh, je vais donner la parole tout de suite à Anaïs, parce qu'Anaïs, toi, tu es toute première année de doctorat. Donc, tu as Oui, commencé en septembre. oui, c'est ça. Et du coup, tu es un peu le démarrage de la thèse, justement. Et donc, Ouais.
Et justement, tu peux nous expliquer comment tu es passée de lycéenne à justement cette première année et qu'est-ce qui t'a motivé pour te lancer là-dedans? Alors, au lycée, déjà, j'avais eu l'occasion de faire un stage de découverte de 1 semaine et j'ai eu la chance de le faire au CIRAD. Et donc, à partir de là, je savais que je voulais être en labo, en recherche. Donc, ça, c'était acté et en chimie. Donc, là, j'ai choisi de faire une licence chimique à la Fac des sciences de Montpellier. Ça aussi, c'était un choix parce qu'il y a la possibilité de faire la prépa. Je m'en sentais pas du tout capable. Donc, licence pour moi. Et j'ai suivi sur un master sciences du médicament, mais dans un parcours axé donc chimie, parce que pareil, je savais que je voulais me spécialiser dans la chimie thérapeutique et c'était un master qui s'ouvrait à la fac de pharma de Montpellier. Donc ça a été la bonne occasion et après un stage de master 1, de master 2 que j'ai fait en fait dans le même labo, je suis encore restée pour ma thèse donc à l'IBMM. Et du coup, tu m'avais dit, donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus juste sur ton sujet de thèse là? Tu fais quoi? C'est quoi ton quotidien? Enfin, justement, c'est quoi ton challenge? Alors, on est une équipe de chimistes qui travaille beaucoup avec des biologistes et eux donc vont s'occuper de faire des vésicules extracellulaires pour soigner possiblement une maladie rare. Et moi, mon but à moi, c'est de protéger en fait leur matériel qui s'élimine très vite dans le corps. Et donc voilà, de travailler avec des matériaux, des biomatériaux qui sont des hydrogels. Donc, ça veut dire faire l'enveloppe. C'est ce que j'avais essayé de C'est comprendre quand c'est on ça. avait échangé. Toi, tu travailles sur en fait l'enveloppe autour du médicament pour C'est que ça. ça puisse se disséminer dans le corps au bon moment, à la bonne, enfin, Voilà, au avec bon un, moment et avec la bonne intensité. c'est ça, avec un relargage contrôlé. Voilà. Et donc au millimètre près. Donc là, c'est quoi? Ça demande de la précision. Oui, et ça demande vraiment d'être OK en fait avec le matériau, de le connaître en fait de A à Z et de savoir comment il va réagir ou pas. Est-ce qu'il y a des gens qui enfin, qui ont des questions déjà dans la salle sur la chimie, les choses comme ça? Oui. Bonjour. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça apporte concrètement d'avoir un doctorat, donc de faire ces 3 années en plus sur le marché du travail. Parce que bah, j'avais parlé avec un copain à moi qui est doctorant et il m'a dit que bon, pour les personnes sous-diplômées, il y avait un problème pour trouver de l'emploi. Mais il y avait ce problème qu'on retrouvait aussi quand on était surdiplômé et que voilà, on avait plein de diplômes et qu'on avait du mal du coup à trouver des emplois à cause de ça. Ouais. Ouais, je vais répondre parce qu'en fait, ils sont pas encore sur le marché du travail, mais mais moi qui suis passé par là, et puis je regarde les stats. Ça fait partie de ma mission, en fait, de la mission des collèges doctoraux, de suivre le marché. Alors, on a une super fausse idée au niveau du doctorat en France. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des enquêtes qui ont été faites et qu'il y a une politique de communication auprès des entreprises et auprès du public sur vraiment ce que c'est. Pour se tutoyer, je t'encourage à regarder le site du SQOIP, donc le service commun universitaire d'information et d'orientation pédagogique, sur lesquels d'ailleurs il y a toutes les statistiques d'emploi des docteurs, mais aussi de tous les masters. Donc, avant de choisir un master où vous voulez aller, enfin une licence ou je sais pas quoi, regardez sur le site du SCIOP les débouchés. Et donc, vous avez des vraies stats avec des vraies appréciations aussi. Et tu verras que, en fait, avoir un doctorat, c'est une très bonne chance d'accéder à des niveaux de responsabilité partout. Dans la recherche, on en parle aussi, mais également dans l'industrie, privé, hein, mais également dans d'autres types de métiers. En fait, le fait d'avoir un doctorat te permet de gérer un projet de recherche, mais de développer d'autres types de compétences, on pourra en parler, notamment de management, etc. Et donc, ça, c'est très apprécié par les entreprises. Donc, il n'y a pas de problème d'embauche pour les docteurs. Et tous ne trouvent pas une place, mais évidemment, immédiatement. Mais en tout cas, le taux d'emploi est extrêmement bon. Pour te donner une idée, il est de 90% après je crois, un an ou deux après la sortie du doctorat. Donc, c'est plutôt bien. Et quand on pose la question, l'écrasante majorité des docteurs occupent un emploi de cadre. Quand on pose la question aux docteurs, est-ce qu'ils sont satisfaits des études qu'ils ont faites? Est-ce que ça correspond avec le métier qu'ils font? À 85%, ils répondent oui, bien évidemment, on a eu raison de faire un doctorat. Donc, Si. Merci pour ta question. Anaïs, j'ai une autre question aussi, parce que du coup,
toute jeune arrivante dans le doctorat, bah, c'est aussi une nouvelle posture. Tout à l'heure, Gilles l'a dit, bah, on n'est plus vraiment étudiante, mais on est quand même un peu étudiante. Ça fait quoi de à la fois suivre des cours et donner des cours? En vrai, c'est super de passer de l'autre côté. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques heures d'enseignement de TP. Donc là, je suis passée de l'autre côté, quoi. Et c'est très chouette, c'est très satisfaisant aussi. Et en même temps, garder ce côté ultra autonome dans ce qu'est le travail, en fait, d'apprenti-chercheur, qui est vraiment, vraiment très sympa. Top. Bah, je propose qu'on va passer à Marie. Euh, du coup, bah, c'est mieux de passer comme ça. Marie, toi, alors, autant Anaïs, toi, tu savais dès le lycée, au lycée, au stage, tu te dis, bah, c'est bon, la recherche, c'est cool parce que tu as fait ton premier stage au lycée et ça t'a intéressé. Marie, pour le coup, toi, c'était plus en master, quoi. Jusqu'au master, bah, tu savais pas trop, enfin, tu t'étais pas dit que tu allais faire de la recherche. Est-ce que tu peux nous raconter justement ton parcours? Le micro est allumé, hein. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Donc moi, au lycée, voilà, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire après. Savais juste que là où j'avais les meilleures notes, c'était en sciences de la vie et de la terre. Donc je me suis dit, ben, je vais partir pour ça, pour la licence. Mais par contre, je suis partie à l'étranger parce que je voulais partir. Donc je suis partie au Canada, à Montréal. J'ai fait du coup là-bas, on appelle ça un baccalauréat, mais c'est l'équivalent de la licence. Donc c'était une licence en sciences de la vie et de l'atmosphère avec une spécialisation en géologie. D'ailleurs, je détestais la géologie au lycée et je suis quand même partie pour ça parce que il y avait tout le côté environnement qui m'intéressait. Et en fait, mon parcours, ça a vraiment été qu'un enchaînement de choix et d'opportunités. Enfin, je suis pas arrivée là ici parce que j'avais cette idée d'en arriver à ce point-là. C'est simplement ben, quand j'ai fait du coup ma licence, je me suis rendu compte que j'aimais pas la géologie, que la géologie qu'ils enseignaient, enfin ce qu'ils faisaient au Canada, ça me plaisait pas tant que ça. Moi, je voulais vraiment étudier l'environnement et l'impact de l'homme sur l'environnement. Donc, j'ai décidé de faire un master plus dans ce sens-là. Je suis rentrée en Europe pour mon master, mais je suis restée quand même. Enfin, j'ai quand même continué à bouger parce que c'était un Erasmus Mundus, donc j'ai fait un master entre la France et la Grèce. Et là, c'était de la paléontologie appliquée, donc l'étude. Enfin, c'était les variations climatiques, les paléo-environnement, Tu paléo-climat. peux expliquer? Paléontologie? Pas Oui, long? alors paléontologie, c'est très très général, hein. On fait vraiment beaucoup de choses. Enfin, c'est l'étude du passé. Ça peut être de la biologie, ça peut être de l'environnement, voilà, climat. Moi, c'est vraiment du coup environnement, paléoclimat, avec en utilisant comme support les pollens. Donc moi, j'étudie vraiment la végétation, l'évolution de la végétation dans le temps. Et en fait, c'est au master où on avait du coup ce mémoire à faire enfin, moi, c'était une demi-année où ben, je ne savais pas vraiment, parce qu'en fait, pour les variations climatiques, il y a plusieurs indicateurs qu'on peut utiliser, les micro-organismes marins, les pollens, du coup, et autres. Et en fait, c'est en demandant à mes professeurs ben, qui voulait bien de moi que une de mes profs m'a dit, ben, moi, j'ai un sujet déjà prêt avec les pollens comme support, donc si tu veux essayer, viens. Et c'est ce que j'ai fait. Et les pollens, ça demande beaucoup d'heures au microscope, ça demande d'être minutieux. Mais voilà, en passant plusieurs échantillons au microscope, on peut déjà voir l'évolution de la végétation directement sous nos yeux. Donc moi, ça m'a fascinée et c'est pour ça que j'ai voulu continuer pour la thèse sur ce sujet. Donc voilà, c'est vraiment au dernier moment que j'ai décidé de continuer et parce qu'il y avait aussi cette opportunité de thèse financée et je me suis dit, bon, ben, je vais tenter. Voilà, Donc un enchaînement de bah, finalement ça me plaît plus. Le c'est ça. Canada, bah, non, ça c'est une orientation qui me plaît pas. Quand je reviens ici, ah ben, là il y a quelque chose qui est intéressant et avec les échanges, finalement on arrive. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Donc sur le pollen, pour comprendre en fait,
Là, son sujet, c'est vraiment on étudie des pollens à travers les âges pour comprendre comment la Terre a évolué, en fait, si c'est résumé. Donc, à chaque fois, vous voyez, c'est des super. Enfin, moi, ce que j'aime bien dans vos métiers aujourd'hui, enfin, dans vos activités, c'est vous êtes hyper pointu dans ce que vous faites. Est-ce que vous avez des questions dans la salle, notamment aussi sur ces orientations? Ouais, en haut. Si tu me le. Tu l'as dit et je vais la répéter, comme ça, ce sera. Ah, si les études, c'est une question intéressante. Est-ce que les études pour faire ce type de diplôme, ça coûte cher? Ou est-ce qu'au final, on pourrait faire de l'alternance ou des choses comme ça? C'est-à-dire alternance. Alors, j'imagine que les études, c'est même, ne serait-ce que jusqu'au master et le doctorat derrière. Bon, ouais, alternance jusqu'au master et le doctorat, du coup, tu peux y répondre. Euh, C'est au niveau du budget, en fait. Du budget, Ouais. mais moi, c'est un peu particulier parce que j'ai fait mes études à l'étranger, du coup. Ouais. Donc, j'étais dans la partie Québec du Canada. Donc, il y a des accords avec la France. Mais bien sûr, c'est pas le budget. Enfin, on a beaucoup de chance en France que les études soient quand même relativement peu chères. Au Canada, c'était environ 5 000 € par semestre. Euh, mais après, il y a des aides pour la mobilité à l'étranger et tout ça. Mais je ne suis pas partie là-bas parce qu'il n'y avait pas la possibilité de le faire en France. C'est parce que moi, j'ai fait ce choix-là. Et le master, c'était avec une bourse. Donc, voilà, c'était aussi. Enfin, il y avait des frais d'inscription, tout ça, mais en termes de coûts, c'était relativement moins cher par rapport au Canada. Et le doctorat, là, maintenant, bah, c'est comme partout en France, quoi. Enfin, je vais donner des chiffres. Du coup, non, c'est comment? Du coup, justement, tu payes pour faire le doctorat? Oui, Pour être on inscrit paye pour l'inscription pour l'inscription à à l'université? l'année, oui, Voilà. à l'année. Mais après, on reçoit un salaire. Et on reçoit un salaire. Ça, c'est ce qui n'est pas évident. C'est effectivement, on peut recevoir un salaire quand on est en jeune docteur parce qu'on travaille. Mais tu peux Et nous en dire plus? ouais, les études en France, c'est quasiment gratuit, hein. Si vous allez, je vous le souhaite, dans l'université ou dans un organisme public, ça coûte je sais pas, quelques centaines d'euros, entre 200 et 300 par an. Donc, c'est pas grand-chose. En comparaison vous avez vu, 5 000 € par semestre quand vous partez à l'étranger. Donc, il faut avoir conscience de ça. Et après, le doctorat, la plupart des doctorats se font à temps plein. Donc, les gens travaillent 100% sur le doctorat et la plupart reçoivent un salaire pour ça. Donc, vous gagnez de l'argent pendant votre doctorat. Ouais. C'est pour ça, pour compléter avec la question de tout à l'heure, la question du marché de l'emploi, en fait, on est déjà employé parce qu'on a tous un contrat avec notre université ou avec des entreprises pour ceux qui sont en sciences expérimentales. Donc, en fait, on est déjà des salariés. Mais on a aussi un statut étudiant et donc on est inscrit à l'université parce qu'on valide un diplôme. On va passer à Thomas. Oui. Alors toi, Thomas, Ah, il y avait une autre Une autre question? question? Non. Non, c'est bon. Alors toi, Thomas, tu n'as pas fait en direct. Tu as fait une petite parenthèse en cours de route et tu es Exactement. revenu. Et notamment, tu t'es même en cours de route, tu t'es reformé en autodidacte sur Ouais. certains sujets. Est-ce que justement, tu peux nous raconter? Ouais, donc si je reviens un peu en arrière sur mon parcours, donc au lycée bac S, j'ai mon bac, je vais en DUT juste après, parce que j'avais pas l'occasion de faire une prépa, parce que enfin, mon objectif au lycée vraiment, c'était d'enchaîner sur une école d'ingénieur, parce que tout simplement j'avais envie de me prouver que je voulais faire une école d'ingénieur. Mais je pouvais pas aller en prépa, parce que les notes n'étaient pas suffisamment bonnes, ma foi. Donc DUT, j'ai mon DUT, ensuite je vais en école d'ingénieur, voilà, pendant 3 ans. J'ai mon diplôme. Et après, donc, je suis diplômé fin 2019. Fin 2019, je décide de prendre je dirais pas moi, mais ouais, 2, 3 mois de pause parce que j'avais besoin de réfléchir à mon avenir. Parce qu'à ce moment-là, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais quelques idées, certes, parce que durant mon cursus d'ingénieur, j'ai eu la possibilité, de faire un stage en entreprise qui m'avait pas forcément beaucoup plu, et deux, faire un autre stage, donc mon projet de fin d'études.
en laboratoire. Et j'ai vraiment adoré. C'était 6 mois à travailler sur du coup le bois qui m'avait beaucoup plu. Et dans ma tête, ça a fait germer une petite idée qui m'a dit, ah, travailler dans un laboratoire, travailler dans la recherche, ça peut être vraiment pas mal. Donc diplômé fin 2019. Là, en 2020, il y a Monsieur Covid qui arrive, hein, on s'en souvient tous. Ce qui fait que là, j'ai été obligé d'être en pause parce que j'ai plus d'activité, j'ai plus rien, j'étais chez mes parents. J'ai fait vraiment une grosse pause. Et sachant que moi, j'avais un diplôme en mécanique, je pensais depuis un moment m'orienter plus vers la biologie, parce que étant quand même soucieux de toutes ces problématiques environnementales, je me dis, quitte à avoir des connaissances en mécanique, est-ce que je pourrais pas aussi les appliquer à la biologie, donc faire de la mécanobiologie? Mais j'avais aucune connaissance en biologie. Et donc là, effectivement, j'ai travaillé pendant quasiment un an, où en fait, en fait, j'avais la possibilité de faire une licence pour en biologie. Mais ça m'a pas convenu parce que je voulais vraiment apprendre à ma manière, et je savais que très bien que la manière dont on m'avait enseigné en école d'ingénieur, c'est pas en tout cas une méthode qui me convenait, et que j'allais être beaucoup plus efficace en autodidacte. Donc effectivement, j'ai fait ça pendant un an. En gros, j'ai acheté un bouquin en biologie, puis je l'ai poncé pendant un an, en essayant d'apprendre un maximum de choses, aussi bien sur la biologie. Je sais plus, je crois que j'ai fait la phylogénie, j'ai fait la génétique, enfin, plein de trucs aujourd'hui qui sont strictement rien, mais surtout sur la biologie végétale, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Oui, je travaillais ça pendant quasiment un an, et puis en parallèle, je regardais les offres de thèse qui pouvaient me convenir, et donc je suis tombé sur une offre de thèse sur laquelle je travaille aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai été accepté, on dirait. Et voilà, je sais pas si tu veux que je parle un peu plus de ma thèse. Non, mais là, Ouais. ce que je pense qui est intéressant aussi, c'est à chaque fois, en fait, vous allez sur des sujets. Déjà, c'est plus comme au lycée. Au Non, du tout. lycée, on a plein de matières différentes, on voit de choses. Et en fait, on va sur des sujets assez précis. D'où la super précision aussi des thèses, parce que la thèse, on est hyper expert, notamment d'un sujet précis. Alors, on avait rigolé, si tu peux dire, pourquoi c'est si compliqué un sujet de thèse? Ah oui, concernant notamment les noms, ouais, ouais. Tu peux En le fait, rappeler peut-être le titre de ta thèse déjà? alors, ma titre de ma thèse, finalement, il n'est pas si compliqué que ça, mais bon, on va un peu l'affiner. Alors, c'est mécanobiologie du cambium, influence des interactions entre bois et corps sur la formation du bois. Alors, pour être plus précis, en fait, ouais, vas-y. On va bien savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tout compris? Non, juste lever la main ceux qui pensent que c'est pas compliqué. Voilà, on est d'accord. Donc, Ok, ouais, mais je suis biaisé, forcément, je suis biaisé. Alors, pour faire simple, entre le bois et l'écorce, on a un troisième tissu qui s'appelle le cambium, qui est un tissu méristémique. Donc, un tissu, en gros, qui permet de produire d'autres cellules. Voilà. Et moi, j'étudie ce tissu parce qu'on a des problématiques, notamment sur la mécanique. Enfin, on a des notions en mécanique sur ce tissu-là dont on ne comprend pas, on ne sait pas. Du coup, on cherche à comprendre. Et ma thèse, c'est beaucoup de fondamental. Donc, à la fin, j'aurai pas un produit fini. Enfin, je vais pas avoir quelque chose que je vais produire. Enfin, plutôt, la seule chose que je vais produire, c'est de la connaissance. Parce que notre objectif, c'est notamment dans le domaine dans lequel je travaille, c'est de comprendre comment le bois il arrive à croître. Donc, on a plusieurs notions en chimie, en biologie, en physiologie, sur quels sont les mécanismes qui permettent au bois de croître. Mais d'un point de vue mécanique, on n'en a aucune idée parce que personne ne l'étudie. C'est pour ça qu'on a une petite équipe ici à Montpellier, alors d'autres équipes ici aussi en France qui travaillent dessus, pour essayer de mieux comprendre ces notions. Et pourquoi parfois les titres sont si compliqués? Tout simplement parce qu'il faut on doit se concentrer sur un sujet précis. Moi, si le titre de ma thèse était formation du bois, enfin, formation du bois, ok, biologie, chimie, physiologique, tu vas faire quoi dessus? Tu travailles sur une espèce particulière, tu travailles dans un environnement particulier, tropical, forêt occidentale, enfin, c'est quoi? Sachant que nous, on n'a que 3 ans. En 3 ans, finalement, ça passe vite, vite. On n'a pas le temps finalement de faire grand-chose, enfin, si quand même. Mais ça passe tellement vite que déjà la dernière année, bon, on passe notre temps à rédiger. Donc c'est quasiment 4 à 5 mois avec la tête dans le guidon et produire notre manuscrit. Forcément, durant ces 3 ans, on a plein de problématiques. Déjà, on a 3 ans pour essayer de comprendre notre sujet. Moi, je suis maintenant, troisième année. Waouh. Troisième année, et je viens de commencer à comprendre ce que je fais. Plutôt j'ai des parties de ma thèse où j'arrivais pas à les lier. Et là, il y a quelques mois, je fais, ah ouais, ok,
ça va là, ça va là et tout. Et c'est très kiffant. Et du coup, pour revenir au titre de thèse, on est obligé d'avoir une question précise parce qu'on n'a que 3 ans pour travailler dessus. Et on peut pas travailler sur un domaine en particulier. On ne peut pas travailler sur une question qui est trop générale parce qu'on n'a pas le temps. Du coup, on se concentre sur un sujet en particulier, d'où notamment des mots qui peuvent paraître un peu compliqués. Donc, ouais, hyper précis. Vous avez une question à poser? Oui, là. Concrètement, ça sert à quoi de chercher ça? Ben, c'est une vraie question, c'est une vraie bonne question. vrai, c'est Vraiment, vrai, c'est pourquoi vrai. tu... Ben, oui, mais pourquoi? Ça sert à alimenter les bouquins de biologie. Euh, C'est pour donner des cours en terminale après? Non, je rigole, c'est pas En vrai. fait, c'est notamment, c'est une très bonne question, parce que c'est une question que je me posais notamment au début de ma thèse, c'est pourquoi je fais ça? Parce qu'à la fin, j'ai pas de produit. J'ai des collègues et amis qui travaillent sur notamment ce milieu granulaire, où là, ils ont vraiment une application industrielle et donc vont vraiment avoir quelque chose qui va vraiment servir à l'industrie. Moi, en tout cas, enfin, sur la recherche fondamentale, on va apporter des connaissances qui vont peut-être à terme permettent d'ouvrir d'autres champs d'autres champs de sciences, d'autres domaines scientifiques. Et peut-être que quelqu'un un jour, ou une entreprise ou je ne sais qui, va voir l'ensemble des connaissances que notamment j'ai produit et que l'ensemble des chercheurs ont produit dans ce domaine-là et on te dire, ah, mais il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, peut-être qu'on va pouvoir créer un produit, créer quelque chose, un produit, pour répondre à un besoin. Mais là, l'objectif, là, en tout cas en recherche mentale, c'est de permettre comment dire, de produire cette connaissance qui va peut-être mener à quelque chose à terme. Donc, en fait, ce qui est important, je pense, c'est il y a de la recherche fondamentale, Mm. la recherche appliquée. Donc, c'est deux types de Exactement. recherche. Et en fait, la première, ça permet de créer de la connaissance, de savoir comment fonctionnent les choses. Et la deuxième, c'est plus, on essaie de répondre à un besoin, si je Mm. ne me trompe pas. Exactement. Je vois tous les hochements de tête. Donc, en fait, pour répondre vraiment, du coup, tu vois, il y a plein de... Enfin, ce qui est dit, c'est vraiment, on a besoin de créer de la connaissance pour comprendre comment ça fonctionne d'un côté. Et puis, les recherches appliquées, c'est, on a besoin on veut trouver une solution à un problème et donc du coup, on va travailler pour trouver cette solution. Typiquement, si je peux donner un exemple, la photosynthèse, je ne sais pas si tout le monde connaît bien ça, mais en gros, c'est ce qui permet à partir d'oxygène et d'eau, de stocker du carbone sous forme de bois dans l'arbre. Bah, si au départ, on ne se demandait pas, ah, mais c'est quoi en fait la photosynthèse, comment ça marche, bon, on n'aurait jamais su que en fait, l'arbre, c'est l'un des vecteurs, en tout cas l'un des vecteurs qui permet de stocker de carbone dans les arbres, enfin, sous forme de bois. Donc, c'est notamment ce genre de recherche qui permet de soulever ces questions-là. Je voudrais ajouter qu'il y a beaucoup d'innovations dont on bénéficie tous, hein, le laser, l'énergie nucléaire, les composants électroniques, qui ont été découvertes grâce à de la recherche fondamentale. Donc la séparation, je pense, c'est pas juste à faire. Il faut de la recherche où on ne sait pas encore, à part produire de la connaissance, on ne sait pas quelle application elle va avoir, mais c'est pas pour ça que c'est pas important pour l'humanité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les recherches, et c'est comme ça qu'on évalue la recherche, elles ont vocation à être publiées, à être diffusées. Alors, la plupart du temps, on fait des rapports, ça peut être des thèses, mais aussi des articles qui sont partagés avec le monde entier. Et pour arriver à une innovation, par exemple, un docteur qui passe, médecin qui passe aux informations en disant ben, il a essayé une nouvelle greffe, machin. Bon, c'est lui le héros, mais en vérité, il n'a pas fait grand-chose finalement au regard de tout ce qui a pu bénéficier à arriver à cette innovation-là. Des gens qui ont étudié la biologie pour savoir si c'était faisable ou pas, même si au début on s'en fichait. Des gens qui ont compris les matériaux qu'il va commencer à implanter. Des gens qui ont étudié ensuite la récupération des malades. Tout ça, c'est un set de connaissances qui sont partageables et qui permet au final à rendre service au travers de produits ou de services à l'humanité en général. Donc, le distinguo entre recherche fondamentale et recherche entre guillemets appliquée, il ne faut pas le faire sur l'utilité. C'est juste une utilité peut-être plus visible ou à court terme et une utilité plus pour l'humanité en général à long terme. Merci pour le... Ouais. Qu'est-ce que là-dedans ça nous fait gagner de l'argent? Euh, Ah, vous recherchez, vous êtes alors, payé par qui? oui, très bonne question. En fait, ça va dépendre de la thèse que tu fais. Soit c'est vraiment un financement public. Donc, moi, ma thèse, c'est payé par la région. Soit c'est un financement
privées. Comment? Université Université région, région. voilà. Ou alors, on a des thèses qui s'appellent des thèses CIFRE, où là, tu es payé par l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise te paye, l'entreprise va te payer pour mener des recherches donc, que tu vas faire dans un laboratoire. Et donc là, c'est des fonds privés. Parce que l'objectif à terme, ça va être de produire donc le produit ou, je sais pas, les connaissances qu'on t'a demandé à cette entreprise. Voilà. L'État français donne des moyens aux organismes de recherche et à l'Agence nationale de la recherche pour financer des projets de recherche. Et quand un chercheur reçoit de l'argent pour faire de la recherche, il peut décider de prendre une partie de cet argent pour financer un ou plusieurs doctorats de jeunes docteurs, hein, de jeunes chercheurs qui vont travailler sur ce sujet-là. Mais l'argent, il sert aussi à acheter les machines, à acheter les produits, à payer les voyages expérimentaux, etc., etc. Alors, juste une question en ligne, tu peux peut-être garder le micro. Comment on fait pour être recruté en thèse? Je vais laisser la parole. Allez. Comment on candidate? Comment on est recruté dans une thèse, justement? D'ailleurs, tu t'es dit, voilà, tu Ouais. as répondu quand tu étais en stop, à un moment donné, tu bûchais et après, tu as postulé. Ouais, Enfin, alors, moi, je vais répondre uniquement pour mon cas, hein, voilà. Il y a plusieurs sites voilà, en ligne qu'on trouve, notamment Campus France et ABG, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Où là, c'est des chercheurs qui postent leur annonce de thèse, leur offre de thèse, et tout simplement, on y répond. Donc, c'est comme en gros une offre de stage ou un emploi. On envoie notre CV, on envoie notre lettre de motivation, on entretient, puis si on est reçu, bah, on commence, quoi. Donc, tout simplement. Après, il y a peut-être d'autres méthodes, hein, je sais pas. Moi, c'est pas mon cas, mais il y a aussi passer les concours d'école doctorale où là, on présente et on défend un sujet et on défend le sujet et sa propre personne aussi en tant qu'étudiant doctorant, futur en tout cas. Et donc là, par contre, on prépare un oral devant un jury. Donc après, ensuite, si bonne délibération, on est choisi, on obtient le financement sur le sujet qu'on a défendu. ouais, une question? Il y a le cas des bourses CIFRE, hein, enfin des financements CIFRE, comme ça a été évoqué, ou c'est une entreprise qui va carrément financer une thèse. Donc, tu avais une question. Vas-y. Ah, avec le micro. Est-ce que, à force de travailler 3 ans sur le même sujet, qui est un sujet très très précis, il n'y a pas un moment où, à force de faire, enfin, j'arrive pas à bien imaginer ce que vous faites réellement, mais est-ce que vous faites pas un peu toujours la même chose, vu que c'est quelque chose de très très précis, il n'y a pas un moment où vous vous dites peut-être qu'il y a de l'ennui, quoi, à faire peut-être toujours la même chose, parce que nous, à notre échelle, on fait plein de choses toute la journée, donc en fait, c'est un peu difficile de s'imaginer de faire toujours la même chose très précise tout le temps. Donc, je sais pas si vous pouvez nous parler un peu de ça. Et je vais passer en même temps la parole à Laurine, comme ça. Et du coup, bah, tu peux répondre à la question. Parce qu'en fait, toi, tu m'as parlé aussi donc, on a échangé que tu avais suivi plein d'opportunités. Et donc, ouais, si tu arrives à te présenter, à répondre à la question en même temps, enfin, l'un ou l'autre en même temps, comme tu veux. Bon, Je te déjà, laisse je vais la répondre à parole. la question. Enfin, moi, en tout cas, je m'ennuie pas du tout. Mais en fait, faut imaginer que pour répondre à cette question très précise, on va utiliser plein de techniques, plein d'approches différentes. Donc, en fait, on fait jamais la même chose. On reste un peu dans la même thématique, mais on fait plein de choses différentes pour arriver à comprendre comment ça marche. Donc, c'est vraiment pas ennuyant. En plus, c'est très enrichissant parce que on interagit avec plein de gens qui viennent de plein de pays différents, qui viennent de plein d'horizons différents. Et du coup, on apprend plein de choses sur le plan, enfin, que ce soit personnel ou même dans le travail. Donc, non, c'est vraiment très enrichissant comme travail. Et du coup, oui, donc moi, j'ai eu mon bac en 2017. Et au début, je voulais faire une prépa BCPST pour faire vétérinaire. Sauf que je me suis dit que la prépa, c'était une mauvaise idée parce que j'en avais marre donc, du lycée, je voulais faire autre chose. Et donc, du coup, j'ai décidé de partir en licence de biologie moléculaire et cellulaire à l'Université de Montpellier. Et donc, pendant ma licence, je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Toujours, je faisais de la biologie et j'adorais ça, mais je ne savais pas ce que je voulais faire après. Et puis, je me suis dit, bon, bah, la suite logique après une licence, c'est de faire un master. Donc, j'ai fait un master de génétique.
Et pendant mon master, j'ai fait 2 stages. Donc, mon premier stage, je l'ai fait où je suis en thèse actuellement, donc au Centre de biologie structurelle de Montpellier, dans la même équipe que où je suis actuellement. Et quand j'étais en master, donc j'ai commencé à travailler, donc à faire de la génétique et je trouvais ça super intéressant. Mais j'avais pas forcément envie de faire une thèse. Je me suis dit, bon, moi, je fais mon master, puis après, j'irai faire autre chose, enfin, on verra. Et mon chef actuel m'a proposé de faire une thèse. Et je me suis dit, bon, ça m'intéresse, j'aime bien, je pense que je suis capable, donc allez, on y va. Donc après, je suis partie, du coup, vu que c'était en master 1, après, je suis partie en master 2 faire un stage dans un autre laboratoire. Je suis partie à Paris. Et après, donc, je suis revenue à Montpellier et j'ai passé donc le concours de l'école doctorale pour avoir un financement, parce que la thèse n'était pas financée. Et j'ai obtenu ce concours et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée en thèse. Mais ouais, au début, c'est vraiment, j'ai un peu fait mes études de, bon, je commence à faire une licence, puis après, on verra. Après, j'ai fait un master, puis je me suis dit, bon, allez, on continue. Et c'est pour ça que je me retrouve en thèse, quoi. Mais ça me plaît et je suis très contente d'avoir fait ça. Et alors, une question peut-être? Je vois pas de ce côté, non? Et oui, dis-moi. Si vous publiez une thèse, vous faites une thèse, vous la publiez et après elle est utilisée sur quelque chose que ça ne vous satisfait pas en fait. Par exemple, dans le militaire, là, dans l'exemple, est-ce que vous avez un mot à dire dessus ou pas du tout? Je pense pas. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. On reste l'auteur des travaux. C'est c'est- c'est comme pour toutes les choses qui sont publiques. À partir du moment où la recherche que tu développes, tu la publies et elle est publique, tout le monde peut l'utiliser comme il veut. Voilà, pour le meilleur et pour le pire. Après, si c'est d'autres scientifiques qui l'utilisent, ils doivent, comme l'a dit Caroline, te citer parce que tu es l'auteur des travaux, donc dire, d'après, d'ailleurs, dans les publications scientifiques, peut-être vous en avez déjà vu, en bas, il y a plein de références. C'est parce que les chercheurs qui développent le travail citent les travaux intérieurs qui leur ont permis d'accéder à quelque chose. Il y a autre chose aussi, si ta thèse est suffisamment enfin, tu la juges intéressante pour faire de l'argent, par exemple, ou parce que elle va rendre un service particulier, que tu veux monter une entreprise ou que tu travailles déjà pour une entreprise, tu vas faire un brevet d'abord avant de divulguer tes résultats. Donc c'est tout à fait possible aussi. Dans ce cas, tu les protèges et personne ne pourra les utiliser sans que ton brevet soit diffusé. Quand on commence une thèse, est-ce qu'on est obligé de la terminer? Est-ce que tu veux y répondre? Euh, honnêtement, non. Enfin, on peut arrêter. Rien ne nous, enfin, même si on signe un contrat avec son employeur, rien ne nous oblige, on n'est pas enfermé dans la thèse. Voilà. Il y a peu d'abandon quand même, hein. Il y a peu d'abandon. Mais en fait, il y a une notion de liberté aussi. Alors, c'est peut-être, je pense qu'il y a une notion de liberté entre avant le bac, quand on est au lycée et qu'on est obligé d'aller à l'école, et après où en fait on fait des choix et où on choisit ce qu'on fait, peut-être aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réagit là-dessus ou j'ai vu aussi une autre question, mais ouais, la question. Est-ce que, effectivement, donc il y a la thèse de 3 ans, après il y a un oral de 40 minutes. Bon, Est-ce qu'on peut le louper? Est-ce que ça peut faire peur? en toute On sent. honnêteté, quand tu rédiges ta thèse, donc pendant les 3 ans, tu travailles, tu vas rédiger et tu es suivi par un directeur de recherche. Et ton directeur de recherche, il ne va pas te laisser aller à la soutenance si ta thèse n'est pas recevable. Donc tu travailles en fait pendant les 3 ans et à tout le moins pendant la 3e année, tu ne fais quasiment que ça, rédiger, rédiger, rédiger. Et tu fais des allers-retours entre ton manuscrit et ton directeur de thèse et d'autres membres du laboratoire qui vont te relire, donc qui vont te conseiller, qui vont te réorienter. Donc, quand ton directeur te dit, là maintenant, tu vas déposer le manuscrit et on va programmer la soutenance, c'est que c'est bon. Voilà, on t'envoie pas au casse-pipe. Non, mais voilà, il faut être honnête quand même. Quelqu'un d'autre?
Puis en général, si pendant les 3 ans, tu es motivé et que tu travailles, enfin, il n'y aura aucun problème en fait. Tu vois, tu auras ta thèse à la fin. Si c'est pas, tu pars pas dans quelque chose d'indécis où tu n'es pas sûr de l'avoir à la fin. Si tu es motivé, ça se passera bien, quoi. D'ailleurs, Laurine, tu peux peut-être aussi, question, c'est même au niveau de l'entourage de la thèse. Aujourd'hui, donc, tu t'y plais quand même pas mal dans ce que tu fais aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est que de faire une thèse, et notamment au niveau de l'entourage, tu vois, les directeurs de thèse, les équipes, etc. Tu peux peut-être le présenter un peu aux lycéens qui pourraient se projeter pour savoir ce que ça veut dire. Alors, enfin, pour mon cas, enfin, ça c'est pour tous les cas. Donc, tu travailles dans un laboratoire de recherche et donc il y a plusieurs équipes. C'est organisé en équipe avec un chef d'équipe et après des membres d'équipe. Ça peut être des ingénieurs, des étudiants, voilà. Et soit tu es encadré directement par le chef d'équipe, soit ça peut être par des chercheurs qui sont dans l'équipe. Moi, je suis encadrée directement par mon chef d'équipe et du coup, c'est super enrichissant parce que, comme je disais tout à l'heure, on interagit avec plein de gens différents. Et en général, dans les laboratoires de recherche, il y a une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien. Et ça permet de faire de belles rencontres. Moi, j'ai rencontré vraiment des gens qui sont mes amis maintenant. Et du coup, en général, il y a une bonne ambiance entre les doctorants aussi, donc il y a beaucoup d'entraide. Et voilà, c'est plutôt sympa. Il y a pas mal on peut faire des choses ensemble, quoi. Enfin, voilà. Et juste pour compléter sur le sujet, c'est donc tu as des échanges avec des gens, mais et aussi dans la routine. Enfin, en gros, justement, est-ce que c'est une routine? Est-ce que tu es toujours dans ton labo et à échanger avec tes équipes? Et il y a notamment aussi, bah voilà, on est là aujourd'hui, il y a des congrès, il y a des formations, et il y a une certaine diversité. Oui, bon, ça dépend, mais moi, je suis quand même majoritairement au labo, au quotidien, mais il y a quand même pas mal d'opportunités de partir présenter son travail. Ça peut être soit en France, soit à l'étranger. Normalement, l'année prochaine, je dois aller aux États-Unis pour présenter mon travail. Mais il y a plein d'opportunités, il y a plein de congrès, que ce soit en France ou internationaux. Donc, il y a quand même beaucoup d'opportunités de pouvoir voyager, de rencontrer du monde. Voilà. Merci. Alors, Caroline, pardon. Euh, alors toi, donc tu l'as dit tout à l'heure, ça faisait un moment que tu as passé le bac. Tu as été même directrice d'école. Et puis en fait, tu as repris tes études et tu t'es relancé dans une thèse. Donc à un moment donné, ça devait te plaire un peu quand même aussi. Est-ce que tu peux aussi nous raconter ton parcours pour montrer aussi que bah, en fait, il n'y a pas un seul parcours qui existe et on peut faire plein de choses. Enfin voilà, l'arrivée à la thèse, il y a plein de chemins qui y mènent. Oui, tout à fait. L'arrivée à la thèse, il y a plein de chemins qui y mènent. Donc, moi, j'étais lycéenne dans les années 90. J'ai fait un premier parcours universitaire en sciences du langage, en linguistique française. Et puis, j'ai passé le concours de prof des écoles. Donc, je suis devenue maîtresse d'école. Et à un moment donné, pendant ma carrière, j'ai eu envie de travailler à l'accueil des enfants de migrants. Donc, je suis retournée à l'université pour faire ce qu'on appelait à l'époque une maîtrise qui correspond au Master 1 actuellement en didactique des langues et en didactique du français langue étrangère. Puis, je suis retournée travailler. Puis, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, ben, comme tout le monde, pendant le confinement, j'ai eu du temps. Et je me suis à nouveau intéressée à la linguistique et plus particulièrement à la sociolinguistique et au statut des langues en danger. Et c'est comme ça que je suis retournée encore une fois à l'université pour faire un master 2 en sciences du langage autour de la gestion politique des plurilinguismes. Et pendant ce master 2, pour moi, c'était évident qu'après le master 2, j'allais reprendre mon ancien métier. Et j'ai fait un mémoire sur la vitalité de l'occitan dans l'espace artistique contemporain au XXIe siècle. Et il se trouve que au moment où j'ai soutenu mon mémoire de Master 2, la directrice de recherche donc, qui m'a dirigée pendant le mémoire a obtenu un contrat donc cofinancé Université Région pour travailler sur mon sujet de thèse qui se déroule en domaine occitan. Et comme il n'y a pas beaucoup d'étudiants et de sociolinguistes qui s'intéressent à la question occitane, elle m'a proposé le contrat. Donc, c'était pas un souhait au départ, c'était pas forcément une motivation, c'est le hasard des rencontres aussi, voilà, l'opportunité. Et donc, parce que la différence aussi qu'il y a dans ta thèse, c'est bah, tu fais pas du médical, du microscope, etc. Et tu m'as même dit, quand tu m'as décrit tes journées, c'était un peu comme Indiana Jones.
Voilà, c'est ça. Moi, mon laboratoire, c'est pas comme on voit sur la photo d'Anaïs, une blouse, des machines, des microscopes, etc. Mon laboratoire, c'est un bureau lambda avec beaucoup de livres et un ordinateur. Et ma thèse, sur les 3 années, j'ai fait pas mal de choses différentes. Et en première année, j'ai fait ce qu'on appelle du recueil de données. Donc, je suis partie sur le terrain. Donc, pour expliquer à Romain, j'ai dit comme Indiana Jones avec une caméra, un micro, un appareil photo. Et je suis partie donc en Lozère, en Aveyron et dans le Cantal pour faire du recueil de données. Donc j'enregistre des gens, je prends des photos, je filme des choses et je cherche la vitalité de l'Occitan dans la société au sein du parc naturel régional de l'Aubrac aujourd'hui. Et donc ça m'a pris une année où j'ai fait plusieurs séjours de terrain. Ces séjours de terrain, ils sont cofinancés par l'université et l'école doctorale. Et puis, pendant la 2e année, j'ai fait le traitement des données, c'est-à-dire que tous ces films, tous ces enregistrements, toutes ces images, il faut les analyser. Les enregistrements, il faut les retranscrire. Donc, il faut taper à l'écrit tout ce que les gens disent. Et puis encore après, il faut analyser. Je fais de l'analyse de discours. Et comme j'ai aussi une partie toponymique, parce que j'étudie les noms de lieux, hein, la toponymie, c'est l'étude des noms de lieux, donc je regarde comment les villages s'appellent, comment les hameaux s'appellent, et j'essaye de retrouver la trace de la langue d'origine dans ces noms de lieux. Donc ça aussi, c'est tout un travail que je fais à partir de cartes anciennes. Donc il m'a fallu aller dans les archives, dans les mairies pour faire des relevés dans les cadastres anciens, etc. Donc moi, je n'ai pas de labo. Moi, c'est le terrain, c'est la société. Et après, je reprends mes données de société et je les analyse dans mon bureau avec mon ordi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, en haut. Alors, moi, j'ai adoré faire du terrain. Répète pour le live, comme ça c'est enregistré. Qu'est-ce que tu as préféré dans ta thèse? Plutôt le terrain ou l'interprétation des langues? Moi, j'ai adoré faire du terrain parce que voilà, c'est le cœur des sciences humaines, en fait. C'est quand tu vas rencontrer l'être humain. Et quand je suis revenue avec toutes mes données, je me suis dit, mince, maintenant je vais m'ennuyer. Et puis en fait, non, parce que au moment où tu décortiques les données, tu te mets à découvrir des choses, et puis tu te mets à comprendre aussi des choses, et puis tu te mets à modéliser des choses. C'est-à-dire que tu prends tes idées, puis tu en crées des modèles. Et à partir, et tu construis ta thèse aussi, tu construis ton manuscrit. Et donc finalement, à chaque nouvelle étape où tu regrettes l'étape qui vient de se terminer, mais finalement, tu entres aussi dans le plaisir, dans la nouvelle étape, et c'est un réjouissement permanent, cette thèse. Il y avait une autre question, ouais. Alors du coup, la question, c'est justement, vous avez fait 3 ans de thèse, mais c'est quoi la suite? Il y a plein d'horizons, mais on s'attend à quoi après la thèse? Tu veux que je réponde et après je passe le micro? Ouais, d'ailleurs, on va faire comme ça. Ok, ça marche. Donc, moi, me concernant, comme c'est une thèse en sciences humaines et sociales, derrière, je ne peux pas être embauchée par une entreprise ou par un laboratoire de biologie ou je ne sais pas quoi. Donc, moi, l'objectif, c'est de faire de l'enseignement-recherche. Donc là, pendant ma thèse, en parallèle, j'ai ce qu'on appelle des charges de cours, c'est-à-dire que je donne des cours à l'université et tout ça, ça me permet de construire mon dossier pour la qualification. Ce qu'on appelle la qualification, c'est pour devenir maître de conférence, en fait, enseigner à l'université. Donc moi, c'est l'objectif, c'est d'enseigner à l'université. Et la thèse, c'est l'étape obligatoire. Alors moi, je sais pas trop encore ce que je vais faire après. Ce que je sais, c'est que au départ, quand j'ai commencé ces études, je voulais pouvoir participer. En fait, j'ai toujours été un peu été touchée par l'impact de l'homme sur l'environnement et sur le réchauffement climatique et tout ça, même si je m'en suis éloignée dans mes études. Et donc, même si maintenant j'étudie vraiment les paléo-environnements, le paléo-climat, j'aimerais quand même me rapprocher de l'actuel. Et donc, après ma thèse, ça sera un postdoc. Donc, c'est 1 ou 2 ans, toujours dans la recherche, mais là, c'est plus du tout, il n'y a plus du tout de côté étudiant. Et vu que je travaille sur les écosystèmes tropicaux, donc moi, c'est le Brésil, j'aimerais peut-être
essayer d'appliquer mes connaissances à la protection et la conservation des écosystèmes tropicaux. Voilà. Donc c'est pas mal, ça permet aussi de voyager. En fait, ça permet de, pour ceux qui aiment bien rester en labo, rester en labo, et ceux qui ont envie de se balader dans l'environnement proche, c'est proche, et aller à l'autre bout du monde aussi. On l'a entendu. Du coup, en gros, après ta thèse, il y a les deux options que je connais, moi, c'est soit tu pars dans l'entreprise faire du privé, dans le privé, soit tu continues en académique, et donc c'est de faire un postdoc la suite. Et en général, tu changes d'équipe, donc tu vas changer de domaine, mais tu peux rester sur quelque chose de proche. Et moi, du coup, j'aimerais bien partir à l'étranger, faire un postdoc. J'aimerais bien partir en Angleterre. Et après, le sujet, je ne sais pas encore, on verra. Soit je reste dans le même domaine, soit je change, on verra. Mais tu peux faire pas mal de choses après, en fait. Ça te ferme pas de porte de faire une thèse. Tu es toujours ouvert à plein de choses après, quoi. Pour ma part, je ne sais pas encore. Donc, j'ai deux idées. Soit je continue en tant qu'ingénieur de recherche, mais toujours dans le domaine public. Soit, et c'est une idée qui me séduit de plus en plus, c'est continuer sur un postdoc, mais à l'étranger. Plutôt travailler, plus travailler sur les bois tropicaux. Donc, pourquoi pas retourner en Guyane, parce que j'ai passé un mois en Guyane l'an dernier et ça m'a beaucoup plu. Donc, pourquoi pas continuer dans ce genre d'environnement. Et pour ma part, je garde fortement en tête de faire un postdoc à l'étranger, parce que c'est vrai que je suis restée à Montpellier, je suis née ici, donc j'ai pas bougé. Donc il serait un peu temps. Après, aucune idée, et je pense qu'en fait, je ne connais pas non plus toutes les possibilités après quand on est docteur. Et c'est là aussi où il y a plein de formations, en tout cas école doctorale, qui sont proposées et qui sont super chouettes pour nous guider un peu là-dessus. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait des enseignements de TP, savoir si les enseignements, ça me plaît aussi, se découvrir soi-même avant d'arriver dans le vrai monde du travail, on va dire ça comme ça. Gilles, je vais poser en même temps une question, parce qu'il y a une question en ligne. C'est aussi sur la charge de travail. Est-ce qu'elle est importante? Comme ça, tu as double question. Pour, pour donner quelques stats, hein, il y a 45% 40-45% des docteurs qui restent dans le public, c'est-à-dire qui vont devenir maîtres de conférences et professeurs d'université ou chercheurs dans des organismes de recherche, CNRS, INSERM, CIRAD, etc., etc. Donc là, pour faire ça, il faut passer des concours. Et en général, c'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de postdoc. Postdoc, ça veut dire passer quelques temps dans une autre équipe de recherche à l'étranger. Pour rentrer dans le public, en général, il faut avoir accumulé de l'expérience hors de sa thèse pendant 2 ou 3 ans, ou 1 ou 2 ou 3 ans, ça dépend. Donc, c'est plutôt mieux, si vous voulez rester dans le public, de faire ces fameux postdocs. Mais sinon, avoir une thèse, ça permet d'avoir plein d'autres possibilités. Il y a presque la moitié des docteurs qui finissent chercheurs dans le privé. Toutes les entreprises privées ont besoin de recherche, hein, pour développer des nouveaux produits. Donc, c'est ça. Mais aussi, il y a des gens qui font, par exemple, de la médiation scientifique. Ils travaillent dans le journalisme, ils travaillent dans le management, ils travaillent pour des ONG à des responsabilités. On a besoin de comprendre la science, mais pour pouvoir prendre des décisions politiques et influer vraiment sur la société, sur l'environnement, sur les décisions que vont prendre les politiques. Donc, être docteur, c'est avoir un panel de compétences qui permet d'accéder à tout un tas de métiers avec des grandes responsabilités. Et au niveau de la charge de travail, je vais leur laisser répondre. Honnêtement, c'est énorme. On va pas se mentir. En tout cas, moi, en sciences humaines, c'est énorme parce que c'est énormément de lecture. J'ai mis 1 an à transcrire mes entretiens et mes données. Enfin bon, c'est une charge de travail énorme. Donc, je ne compte pas les heures. Je ne compte pas les heures, mais parce que ça me plaît aussi. Donc, bon, voilà. Donc moi, en fait, mon travail, il se repose sur le microscope. Donc j'ai des échantillons. Donc déjà, j'ai fait une mission de terrain. Donc je suis partie au Brésil pour récupérer mes échantillons. Ensuite, il a fallu les traiter parce que pour récupérer les pollens, donc de base, j'ai des sédiments. Donc il faut passer tout ça à l'acide et récupérer le matériel d'intérêt. Et ensuite, c'est énormément d'heures au microscope où je passe on envisage environ 200 échantillons. Donc, je peux avoir 1 à 2 lames ou voire plus par échantillon. Et ça, c'est des jours et des jours de microscope. Donc, oui, c'est énormément de travail, plus bien sûr le travail de littérature et plus l'interprétation des résultats. Donc, oui, c'est aussi énormément de travail pour ma part.
je fais une parenthèse, le travail de littérature, donc c'est lire les autres travaux de recherche pour savoir ce qui a été écrit justement pour être, pas pour pas réécrire la même chose que quelqu'un d'autre a écrit déjà. Bon, je pense qu'on va tous répondre pareil, mais oui, c'est une grosse charge de travail. Après, on est en général passionné par ce qu'on fait, donc ça nous convient de donner autant de notre temps. Mais ouais, c'est quand même, je pense que pendant 3 ans, c'est quand même pas évident sur ce point-là. Faut quand même, entre guillemets, un peu mettre sa vie entre parenthèses. Mais, euh, mais, mais ça va, on y arrive, quoi. On a quand même une vie sociale. Effectivement, je tiens à rassurer tout le monde. Enfin, on sort, enfin, on est normaux, hein, on sort en soirée, enfin, on n'est pas à tête dans le guidon pendant 3 ans, hein. Et après, pour revenir sur la charge de travail, en fait, je pense que ça va dépendre de la dimension qu'on veut donner à sa thèse. Si on veut vraiment que ça soit game changer, bah, alors on est 3 ans à taffer comme un malade et puis à rendre quelque chose qui est incroyable. Ou alors on se dit, bon, on va juste faire une thèse normale et puis je dirais pas qu'on fait un peu moins de travail, mais on bosse, on travaille normalement. Et après, il faut savoir qu'en recherche, c'est infini, quoi. Enfin, il y aura toujours d'autres questions, on peut toujours aller plus loin. Et à un moment, il faut on s'arrête, parce qu'on n'a que 3 ans. Et puis, on va pas non plus, on va pas non plus dormir au travail. Bien que j'en ai connu qui ont fait ça, mais voilà. Mais en gros, ouais, ça va dépendre de la dimension qu'on va donner à sa thèse. Mais encore une fois, ouais, pour ma part, c'est beaucoup de travail, mais on s'en sort, on s'en sort. On s'adapte. Alors moi, comme je viens de commencer, je suis pas encore dans le pire, quoi. Mais c'est sûr, quand on commence la thèse, on s'y attend et on se prépare à ça, à pas compter nos heures. Parce que, en tout cas aussi en chimie, et je pense que c'est pareil qu'en biologie, on peut dépendre de nos expériences et des contraintes de temps, qui font qu'on part pas quand on veut et faut gérer, son planning, jour et semaine aussi. Alors, on a passé, merci en tout cas pour les échanges. Alors, enfin, vous aurez le mot de la fin, je vais vous laisser parler, enfin, si vous avez un dernier conseil à donner aux élèves, aux terminales et tout ça. Donc, mais je vous laisse le temps de réfléchir un petit peu parce que, avant de conclure, il y aura des questions. Vas-y, une question. Est-ce qu'il y a possibilité de faire plusieurs thèses ou est-ce que c'est limité? C'est pas limité, mais non, c'est pas limité. On peut avoir plusieurs doctorats. Non, je crois pas effectivement que c'est limité. Notamment, je connais quelqu'un dans un de mes laboratoires, parce que je travaille sur deux laboratoires, qui a 2 thèses. Donc, et qui en plus compte peut-être en faire une troisième. Donc, ouais, il a du temps, hein. Et voilà, en fait, c'est une histoire il y a aussi une histoire enfin, je pense que vous l'avez entendu, il y a une histoire de passion, de spécialisation. En fait, quand on spécialise, mais on spécialise dans quelque chose qui nous plaît. Donc, en fait, il creuse, il creuse, il creuse. Et en fait, comme tu le disais, Thomas, il y a toujours des questions à se poser. Et donc, si on aime bien y répondre, on continue. Euh, il y a donc, je vais vous donner, vous allez pouvoir vous passer le micro, mais je veux juste préciser. Donc, le direct live, il a été enregistré. Il sera revisible aussi sur la chaîne YouTube de Compass, COMPAS. Et il y a des prochains direct live en fait, qui sont déjà prévus. Donc, notamment pour les lycéens, ça peut être des dates à noter. Il y en a un qui sera consacré aux études en biologie et écologie. Donc, ce sera le 11 janvier à 14 heures. Il y en a un aussi consacré aux études en pharmacie et leurs débouchés le 30 janvier à 14 heures. Et il y a aussi les salons étudiants qui vont arriver. Donc à Montpellier du 18 au 20 janvier, à Nîmes le 25 janvier, le 30 janvier à Alès, le 1er février à Perpignan, Narbonne le 2 février et Agde le 6 février. Et il y a aussi la journée porte ouverte de l'UM, donc l'Université de Montpellier, et ça c'est le 2 mars. Est-ce que vous avez eu le temps de préparer un petit mot? Qu'est-ce que tu as à dire? Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire? Le dernier mot, le mot de la fin. Voilà. Moi, j'aurais peut-être 2 petits points, en conseil. En premier, soyez curieux. Là, c'est super, ce qui se passe aujourd'hui. Personnellement, j'aurais vraiment aimé avoir ça au lycée. Quand vous avez des questions, franchement, posez-les, allez voir les gens, vraiment, soyez curieux sur ce point-là, ça peut que vous apporter des opportunités. Et un second mini conseil, parce que là, on parle beaucoup du coup du doctorat, c'est quand même un bac+8 à la fin. Mais si, c'est pas pour vous les études ou que vous trouvez pas votre voie, c'est pas grave non plus. Faut pas dramatiser, redoubler, changer, se réorienter, c'est pas grave. Donc, no stress, pour les études supérieures. Moi, je dirais que trouvez ce qui vous plaît. Vraiment, enfin, vous allez faire ça pendant une bonne partie de votre vie. Donc, franchement, trouvez ce qui vous plaît, trouvez ce qui vous motive. Comme disait Anaïs, soyez curieux, vraiment.
Parce qu'une fois que vous avez vraiment trouvé quelque chose qui vous anime, vous allez pouvoir y passer des heures et des heures dedans et vous allez vraiment aimer ce que vous faites. Et ouais, ne vous fixez pas de limites. Peut-être que certains en ça se disent: «Ah, je suis peut-être nul et tout. Est-ce que mes notes me permettront de faire ce que j'ai envie?» Mais en fait, une fois que tu trouves ce que tu veux faire, tu travailles et le travail devient même un plaisir. Et saisissez les opportunités, ayez pas peur, vraiment. Bon, je pense que c'est un peu pareil qu'eux, mais c'est ça, ouais, enfin, ça sert à rien de trop stresser pour son avenir. Vous avez le temps, vous êtes encore jeune. Donc juste, profitez, pas trop, mais et enfin, ouais, vous avez le temps, quoi. Enfin, ne vous stressez pas maintenant. Vous pouvez aller sur quelque chose et changer, c'est pas grave. Enfin, vous avez toute votre vie pour choisir ce que vous voulez faire, quoi. Donc tranquille. Moi, je dirais, enfin, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Et voilà, pour trouver ce qu'on aime, il ne faut pas avoir peur de faire certains choix et de faire des erreurs. Enfin, on peut commencer une licence, se rendre compte que c'est pas ce qu'on veut, ou enfin, changer et recommencer. Et voilà, faut se faire confiance et poser des questions. Enfin, voilà, pas avoir peur d'y aller et d'être curieux, oui, comme ça a été dit. Bah, comme mes camarades, hein, soyez curieux, ne vous privez de rien. Et puis, il n'y a pas qu'un métier dans la vie, il n'y a pas qu'un parcours. J'en suis la preuve. Donc, on peut faire un doctorat à n'importe quel âge. Et s'il y a dans la salle des anciens élèves à moi que je n'ai pas reconnus, je m'en excuse par avance. Ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est vous avez de la chance d'être un environnement universitaire extrêmement riche, hein. Montpellier, il faut le savoir, hein, c'est un village ridicule à l'échelle de la planète. Pourtant, les chercheurs à Montpellier ont à peu près la 200e place au monde, ce qui est extraordinaire si vous faites le ratio compte tenu de la taille de la ville. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que vous avez la chance d'être là. Poussez les portes des labos, allez-y. Il n'y a aucun chercheur qui refusera de discuter avec vous si vous avez envie d'en savoir plus. Alors évidemment, ça vous paraît grand, peut-être fermé, etc. Mais franchement, vous allez trouver un moyen de contacter quelqu'un, passer par vos profs, ils ont des contacts. N'hésitez pas, si ça vous intéresse de connaître le monde de la recherche, pas que pour être chercheur, mais peut-être pour travailler dans la recherche. Il y a des métiers de technicien, d'ingénieur également. N'hésitez pas, allez sur place. On a vu au travers des témoignages que ce qui a fait le déclic, c'est souvent des rencontres, un stage, une découverte. Donc, il ne faut pas minimiser les petits stages que vous faites pendant votre lycée. Et il ne faut pas minimiser aussi l'impact que vous pouvez avoir en allant sur place et en démarchant les gens. Donc, poussez les portes des laboratoires, des universités. Les gens qui sont derrière seront très heureux de parler de leur métier. Et ça sera le mot de la fin. Merci à vous tous. Et merci à l'ensemble des lycéens d'avoir posé plein de belles questions et d'avoir été super sages.